Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Cette balado-diffusion est une présentation de Québec Oiseaux. Alors aujourd'hui, je vous fais quelque chose d'un tout petit peu différent, une introduction un peu moins scriptée qu'à l'habitude. J'ai normalement un texte que je lis plus ou moins, que j'ai moi-même rédigé par ailleurs. Tout simplement parce que je suis en vacances. Je suis à Rivière-Saint-Jean en ce moment. C'est sur la Côte-Nord, plus précisément en Maganie. On est au mois d'août. Je vous parle en vacances. Inquiétez-vous pas, c'est pas le budget faramineux de la balado-diffusion qui m'a payé ces vacances-là. C'est mes vacances familiales qui sont sur la Côte-Nord cette année. Et en ce moment, je suis au milieu de 2 superbes journées d'ornithologie en Maganie. Alors, je ne sais pas si vous entendez, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent avec le micro, les oiseaux qui crient en ce moment. Alors, je suis juste à côté du camping de Rivière-Saint-Jean où je me suis arrêté pour observer. Et il y a une colonie d'hirondelles de rivage. Je crois qu'il est tout juste dans la butte à côté du camping, en tout cas, ou sinon, pas tellement loin. Mais il y a peut-être presque une centaine d'hirondelles de rivage qui me survolent en ce moment. C'est un spectacle, là, vous imaginez, pour quelqu'un comme moi qui vient du sud-ouest du Québec, qui n'est pas un spectacle commun. Et d'autant plus lorsqu'on a devant nous la mer, l'estuaire du Saint-Laurent, la plage. En ce moment, il fait un temps absolument splendide, un tout petit peu de vent, du soleil, mais c'est vraiment un bonheur là, que je ne peux pas décrire là, d'être ici en Maganie cet été. Je viens d'observer toutes sortes de choses intéressantes, des grands groupes de goélands mélangés. Sur la pointe, il y avait les goélands bruns, mouettes tridactyles, mouettes de Bonaparte. Vraiment, là, il y a des choses incroyables à découvrir. Puis, c'est un secteur qui n'est pas si fréquenté par les ornithologues. Je sais que c'est à la fois une chance et une malchance pour moi, comme ma belle famille vient d'ici, de devoir aller sur la Côte-Nord tous les étés. Une malchance parce que ça fait beaucoup de route à faire. Une chance parce que j'ai la chance de voir des choses que je sais que plusieurs ornithologues n'ont pas le courage de venir voir. Alors que pour beaucoup, la Côte-Nord, c'est surtout Tadoussac, le festival. Donc, moi, en tout cas, je vous invite à passer vos vacances d'été. Juste à aller jusqu'en Maganie. Je sais que c'est beaucoup de route pour la majorité des Québécois, mais je vous dis, ça vaut absolument la peine. La raison pour laquelle aussi je voulais faire... je ne sais pas si on entend les hirondelles en ce moment. La raison aussi pour laquelle je voulais faire cette introduction comme ça en live, donc pas scripté, pas devant mon ordinateur, c'est aussi parce que le sujet d'aujourd'hui, sujet du mois d'août, c'est un sujet qui touche la Côte-Nord précisément. Donc, il y a une raison aussi derrière ça. Je vais en profiter aussi bien enregistrer depuis la Côte-Nord, tant qu'à avoir un sujet sur la Côte-Nord. Malheureusement, le sujet lui-même, je l'ai enregistré en discussion sur Zoom. Donc, ce ne sera pas en direct de la Côte-Nord, mais plutôt sur Zoom avec les intervenants. Mais aujourd'hui, on vous parle du projet Pinéchiche qui implique des communautés spécifiquement Innu et Naskapi de la Côte-Nord. Dans quelques cas, on va mentionner des communautés qui sont vraiment à l'intérieur des terres, là, donc très très loin dans le nord. Mais aussi, on mentionne, si je me souviens bien, Uashat, Maliotenam, donc des communautés Innu qui sont sur la côte. Alors, c'est un bon moment pour vous dire, en tout cas, vous allez voir, c'est un projet super intéressant qui a été mené par le Service canadien de la faune et les communautés Innu de la Côte-Nord. Je vous invite à écouter ça avec intérêt. Puis donc, si vous voulez justement, profitez-en, venez rendre visite à ces communautés-là, venez rendre visite à leur territoire. Ça vaut absolument la peine. Puis les oiseaux ici sont incroyables. Puis on les a pour nous tout seuls. Souvent, on est les seuls à faire de l'ornithologie lorsqu'on vient visiter. C'est le cas en ce moment. Je suis tout seul à observer ces 90, 100 hirondelles de rivage ici.
Je rejoins maintenant à Québec Bruno Drolet et Jean-Daniel Fizet pour nous parler de l'initiative Pinechiche. Premièrement, peut-être que vous pourriez vous présenter, vous dire un peu quel était votre rôle là-dedans, qu'est-ce que c'est votre travail? Oui, mais Jean-Daniel Fizette. Moi, je suis chargé de projet en biodiversité à l'Institut de développement durable des Premières Nations Québec-Labrador. Je coordonne les projets sur les oiseaux principalement, là. Puis je travaille beaucoup avec les communautés Innu de la Côte-Nord. Quoique je m'implique aussi dans d'autres projets, là, mais c'est là-dessus qu'est mon focus. Bonjour, moi je suis biologiste au Service canadien de la faune, d'environnement et changement climatique Canada. Alors, je suis responsable de la conservation et de la gestion des oiseaux terrestres, particulièrement dans le nord du Québec. Ah, OK. Ça, c'est sûr qu'on va y revenir. Ça risque de m'intéresser beaucoup comment ça fonctionne puis comment les communautés peuvent y participer. Alors, on a publié dans le magazine un article sur l'initiative Pinechiche, dans laquelle cette initiative-là est présentée. Peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est cette initiative-là, comment ça a commencé déjà? Ouais, ben je vais donner mon point de vue, puis après ça, je vais laisser OK. Bruno aussi raconter sa version, parce que c'est ça, en fait, c'est un projet qui a commencé en 2020. Moi, je suis arrivé en 2021 à l'IDD PNQL. On m'a engagé principalement pour coordonner ce projet-là. On me l'avait présenté comme une collaboration entre le Service canadien de la faune, l'IDD PNQL et les Premières Nations. Puis notre rôle à nous, à l'IDD PNQL, c'était de faire le lien entre les trois parties, de s'assurer que les priorités, ce que les communautés voulaient faire, leurs valeurs finalement soient représentées dans le projet et qu'il y ait aussi le volet scientifique, le volet suivi des oiseaux boréaux qui soit mené de bonne façon, là, d'une façon rigoureuse, là. Donc moi, je suis comme arrivé un peu en middleman là, pour apprendre à connaître les priorités de tout un chacun, là. Donc c'était de coordonner les initiatives oiseaux scientifiques et aussi après ça d'aller faire des interventions dans les communautés. Donc ça va au-delà du suivi des oiseaux, là. C'était très important de parler aux gens dans les communautés, puis pas juste les collaborateurs en environnement, mais aussi aller parler aux jeunes dans les écoles, parler aux aînés aussi qui en connaissent beaucoup sur les oiseaux, donc d'en profiter pour avoir leur connaissance qui peuvent servir au projet finalement, puis de nous partager nos connaissances en même temps, là. Puis on a fait des présentations publiques à travers ça pour présenter le projet, pour que les gens dans les communautés sachent qu'est-ce qu'on faisait. Puis des formations aussi, le renforcement de capacité avec des équipes de gardiens du territoire, par exemple. Donc c'est ça, c'est un projet que j'aime dire que ce projet-là se sert des oiseaux comme prétexte pour rencontrer les gens, puis pour peut-être même partir d'autres initiatives à partir de là. Puis comme je disais, ça a commencé en 2021, puis tout de suite, moi, je suis parti à cette île avec mes collègues pour commencer les inventaires d'oiseaux, puis avec les gens de la communauté, là. Mais je vais laisser Bruno raconter, lui, Du côté du Service canadien de la faune, oui, comment vous avez vécu ça? Comment vous avez choisi de faire ça? Ce projet-là, dans le fond, s'inscrit à un moment où le gouvernement avait mis comme priorité la réconciliation. Okay. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné pour les initiatives autochtones touchant la faune. En fait, j'avais le mandat de développer un nouveau programme au Service canadien de la faune sur le suivi des oiseaux boréaux. Et contrairement à ce que les gens pensent, la forêt boréale n'est pas vide de gens, là. Il y a beaucoup de gens qui la parcourent et les spécialistes de cette forêt-là, ce sont les Premières Nations et les Autochtones en général. Donc, je me suis dit, si je pour mettre en place un programme de suivi des oiseaux boréaux, il faut que ça se fasse avec les Autochtones, notamment avec les Premières Nations. Et donc, je me suis dit, on va en faire un projet qui va chercher des objectifs scientifiques et des objectifs de réconciliation. Au fur et à mesure qu'on a développé le projet, je vous dirais qu'on est parti d'un projet scientifique avec une composante autochtone à un projet autochtone avec une composante ornithologique. Okay. On a beaucoup réorienté plusieurs de nos efforts pour s'assurer que ça respecte un partenariat significatif dans toutes les étapes de développement, de mise en œuvre et de rétroaction. Et pour ça, j'ai eu le support indéfectible d'Environnement Canada et du Service canadien de la faune pour aller le plus loin qu'on pouvait se rendre dans un partenariat significatif avec les communautés. Évidemment, moi seul, j'avais une petite voiture, mais avec l'IDD PNQL, j'avais une Formule 1. Donc, ça allait beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace. Et il y avait déjà un lien de confiance avec les communautés puisque l'IDD PNQL est un organisme autochtone découlant de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, en travaillant à trois comme ça, on était capable de mettre en œuvre un projet assez rapidement.
Et puis, là, on parle des oiseaux boréaux. On parle évidemment d'un territoire qui est extrêmement vaste. Puis bon, on a beau dire, oui, il y a des gens qui le parcourent, qui le connaissent, mais ça reste que c'est pas très densément peuplé. J'imagine pour le Service canadien de la faune, ce que vous pouvez faire avec vos moyens, les moyens qui sont alloués en termes d'inventaire pour un territoire de cette ampleur-là, ça doit quand même être finalement limité d'une certaine façon, non? Oui, mais on arrive à un carrefour, dans le fond, quand le projet est parti en 2019-2020, un carrefour dans le sens où on a besoin des données du nord du Québec pour établir l'état des populations. Je prends juste l'exemple de l'engoulevent d'Amérique. Oui. L'engoulevent d'Amérique est en déclin dans les villes, mais il n'est pas en déclin de la même manière au nord. Mais on n'a pas de données pour le montrer. On a des observations anecdotiques. On va dans le nord. On a des feuillets Burn, mais qui ne couvrent pas tout le territoire. Et ce sont des observations qui sont souvent anecdotiques. Donc, on avait besoin d'aller chercher des données du nord, en même temps que on n'a plus besoin d'envoyer des ornithologues spécialisés pour faire des points d'écoute où les gens vont pendant 5 minutes à un endroit, 10 ou 15 minutes, écouter tous les oiseaux puis prendre en note dans leur carnet tout ce qu'ils entendent. Comme on le fait dans le deuxième atlas. Dans le deuxième atlas, si vous vous souvenez, il y avait une composante d'indicateurs d'identification, mais il y avait aussi une composante de points d'écoute. On a envoyé des gens, des bénévoles. Il est impensable dans le Nord d'envoyer des bénévoles. C'est impensable dans le cadre de l'Atlas du Nord au Québec. C'est trop compliqué. Logistiquement, c'est très compliqué. Et l'Atlas du Nord, qui est en continu là, depuis quelques années, on a fait tout ce qui était accessible par la route. Donc, il fallait penser autrement. Et la technologie nous permet de penser autrement. On peut maintenant utiliser des enregistreurs qu'on laisse sur le territoire. Et là, les enregistreurs font des milliers d'enregistrements dans une saison d'édification. Et ça nous permet d'avoir une bonne détection des oiseaux en termes de date et d'heure dans une journée. Ça nous permet de faire des inventaires au coucher du soleil pour l'engoulevent d'Amérique. Ça nous permet de faire des inventaires au lever du jour pour les griffes, un peu plus tard pour les parulines. Donc, ça nous permet d'avoir des meilleures données scientifiques sur une plus longue période de temps. Et ces données-là ont une plus grande puissance de modélisation. Le programme de suivi des oiseaux boréaux, c'est un peu comme un projet Atlas, sans la composante recherche d'indicateurs d'identification. Okay. Mais chaque enregistreur est comme une personne qui va sur le terrain pour faire un point d'écoute. Sauf qu'au lieu qu'il en fasse 5 minutes, comme dans le cas du deuxième Atlas, on en faisait des centaines avec des enregistreurs. Et la beauté de la chose, c'est que maintenant qu'on utilise les enregistreurs puis qu'on n'a plus besoin de spécialistes d'oiseaux au départ pour installer les enregistreurs pour aller sur le territoire, les spécialistes du territoire, ce sont les Autochtones. Donc, on allie les enregistreurs avec des spécialistes du territoire pour se rendre sur le territoire. Et là, c'est ça qui a été gagnant. J'aimerais quand même dire qu'on a toujours besoin des ornithologues parce que toutes les banques audio ont été écoutées par des ornithologues expérimentés, notamment l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Mais on pourrait y revenir dans quelques secondes. Les oiseaux boréaux. Et puis donc, lorsqu'on a un projet comme ça qu'on est en train de mettre en place, Jean-Daniel, comment est-ce que vous avez présenté le projet? Je veux dire, comment on recrute les gens? À qui vous vous êtes adressé directement? J'imagine que c'est vous qui avez l'expertise de terrain, qui connaissez les communautés. Là, on parlait de la communauté de Matimekouche-Lac-John, je crois, là, qui est comme une communauté Innu et Naskapi, si je me souviens bien là, dans l'article. Matimekouche-Lac-John, Innu, puis il y a la communauté Naskapi de Kawachikamak, qui est à 10 minutes d'auto. Fait que c'est deux communautés de deux nations différentes qui vivent une à côté de l'autre, là, finalement. Mais oui, là, on parlait des enregistreurs. Là, c'est comme disait Bruno, c'est les experts du territoire qui sont les mieux placés, finalement, pour aller les installer. Donc là, on n'est plus juste dans un projet où on fait participer les Premières Nations parce que c'est sur leur territoire puis ils ont besoin d'être là, mettons. Ça devient des gens qui peuvent leader le projet. Donc, on ne demande pas la permission. Ce que tu veux dire, c'est qu'on finalement, on n'est plus dans... On va simplement leur demander la permission. On peut-tu y aller? On veut vraiment les impliquer, finalement. Exactement. C'est on veut avoir les gens qui sont experts du territoire dans le projet avec nous pour aller installer les enregistreurs. Je pense à un exemple. J'avais une collègue qui est native de Ouachat-Maliotenam. La première année du projet, elle était avec nous, puis on installait un enregistreur sur un arbre, puis elle a dit, là, t'as une minute, là, t'as pas vu? Puis là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, elle monte l'arbre, il y avait plus d'écorce sur une bonne partie de l'arbre. Elle dit, les orignaux, ils viennent gratter leur panache sur les arbres ici. Si tu mets ton enregistreur là, il y a un orignal qui va probablement passer peut-être, puis le briser. Là. C'est des choses comme ça qu'on remarque pas
nécessairement. Là. J'ai beaucoup appris aussi comment me déplacer sur le territoire, là, plutôt que de foncer directement dans le bosquet d'arbres super dense parce que mon point il est de l'autre bord, prendre le temps de lever mes yeux puis peut-être le contourner finalement plutôt que de donner du trouble de même. Pour répondre à ta question, dans chaque communauté, c'est différent. L'organisation, ils ont différents experts ou différentes personnes qui ont différents rôles. Donc, quand on veut créer le contact, trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider à déployer le projet, on y va justement avec les gens qu'on connaît déjà peut-être, puis on parle du projet, puis ils vont nous aider à trouver quelqu'un qui serait intéressé à travailler avec nous. Des fois, comme à Pessamit, c'est carrément le bureau du territoire qui ont une équipe en place. On peut leur envoyer les enregistreurs et ils vont aller les installer eux-mêmes. Puis il y a des places plus loin sur la basse Côte-Nord, comme je pense à Pakwashipi, qui est la communauté la plus à l'est. Mais là, c'est le coordonnateur de la culture qui a été notre contact. Puis lui, ce qui se trouvait intéressant, c'était d'aller parler du projet aux jeunes après, puis de faire des affiches sur les oiseaux en langue inou. Puis, fait que lui, il disait, oui, on fait le projet, mais il faut qu'il y ait des retombées pour les jeunes. Là. D'ailleurs, on est allé visiter l'école au mois de mars. Ça fait déjà 2 ans. Okay. Donc, avant de faire le projet, on est allé à l'école pour en parler aux jeunes. Puis après ça, quand on est retourné au mois de mai, on connaissait les gens là-bas, puis on était prêts à faire le travail. Puis les gens étaient au courant du projet. Cet élément-là de rencontrer les jeunes, c'est quelque chose qui est survenu très rapidement dans le projet quand on a initié les discussions d'orientation avec les communautés. En 2020, quand on a rencontré la communauté de Matimécoche, Lac-John, avec Conrad André, qui est le co-initiateur de l'initiative au départ. Le chef, M. Réal McKenzie, nous disait oui, c'est beau votre projet, mais nos priorités sont pas là. Vous pouvez aller sur le territoire, puis vous nous ramènerez les listes. Mais nous, ce qui nous aiderait davantage, c'est si vous rencontriez les jeunes dans les écoles, que vous transmettiez votre passion de l'ornithologie, que vous leur montriez qu'il y a des métiers qui peuvent se faire en nature, techniciens, biologistes. Donc, allez parler aux jeunes dans les écoles. Ça serait notre condition si on en avait une. Et à la suite de cette discussion-là, ça a structuré toutes nos interventions, dans le fond, parce que, oui, on amène des gens sur le terrain, ils viennent nous aider à installer les enregistreurs, mais durant l'hiver, on allait rencontrer les jeunes et les aînés dans les communautés pour parler d'oiseaux. Et les oiseaux, c'est universel. Tout le monde aime ça. Tout le monde a une observation. Tout le monde a quelque chose. Il y a une relation bien particulière entre les humains et les oiseaux. Et ça, c'est dans toutes les cultures. Puis justement, je voulais justement aborder ce sujet-là. Je ne sais pas si, Jean-Daniel, dans ton travail justement avec les communautés, est-ce que vous avez remarqué s'il y avait des différences ou quel genre de relations les gens, justement les Inuits, les Naskapi, entretiennent avec les oiseaux du territoire? Puis est-ce qu'il y a des oiseaux en particulier qui ont une signification pour eux, auxquels ils pensent un petit peu plus? Ou, je ne sais pas, par exemple, dans la gestion du territoire, de la chasse, des choses comme ça? Oui, un grand défi qu'on avait, en fait, c'est que nous, quand on arrivait dans une communauté, qu'on parlait de notre projet, on parlait des petits oiseaux chanteurs dans la forêt. Mais c'est pas les oiseaux qui sont les plus connus par les communautés parce que, avant la colonisation, les Premières Nations vivaient partout sur le territoire. Les oiseaux qui connaissaient le plus, ou du moins ce qui est resté aujourd'hui, c'est les oiseaux qui se chassaient, qui se mangeaient, ou des oiseaux qui leur donnaient des informations sur le changement des saisons ou un changement de phase. Des fois, c'est sur le temps qu'il va faire. Les oiseaux qui étaient essentiels à leur survie, finalement. C'est-à-dire que si on ne connaissait pas ces oiseaux-là, c'est c'est une question de vie ou de mort. Exactement. Fait que des fois, on s'est fait dire, mais pourquoi on n'étudie pas les outards, les bernaches, les canards marins? Puis là, nous autres, notre réponse était, ce projet-là qu'on fait en ce moment, ça ne vise pas ces oiseaux-là. Mais l'année dernière, on a commencé un suivi des oiseaux marins à Ouachat-Maliotenam parce qu'ils nous disaient, là, on aimerait faire étudier les oiseaux marins qu'on chasse, suivre les populations. Puis en général, les changements climatiques puis l'effet que ça a sur les oiseaux, c'est des grandes préoccupations chez nos collaborateurs des Premières Nations. Là. Donc, est-ce que les changements climatiques vont affecter les dates d'arrivée des oiseaux qui sont chassés, par exemple? Mais quand même, les petits oiseaux chanteurs ils étaient connus aussi là, des Premières Nations. En fait, je pense que chaque être vivant était très bien connu. Là. Donc, une fois de temps en temps, on se fait raconter des légendes sur certains oiseaux, comme le merle d'Amérique, qui est l'oiseau guérisseur. Je me faisais raconter ça ce printemps par Dolores André à Ouachat, puis qu'elle racontait la légende sur comment le merle d'Amérique avait chanté pour un aîné blessé seul dans le bois.
Puis il avait touché sa poitrine avec sa main ensanglantée pour le remercier de l'avoir accompagné et d'avoir chanté pour lui. Puis là, mais c'est en touchant sa poitrine avec le sang, finalement, que ça a coloré la poitrine du merle. Fait que ça, c'est la plus récente que j'ai entendue, là. Mais on en entend comme ça souvent. Puis sinon, je peux donner d'autres exemples, là, comme le bruin à gorge blanche. Son nom, il y a une composante du temps dans le nom en Innu du bruin à gorge blanche. Puis une des premières choses qu'on nous dit, c'est quand le bruin à gorge blanche arrête de chanter abruptement, c'est qu'il y a du mauvais temps qui s'en vient. S'il continue à faire son chant au complet, ben là, il va faire beau. Fait qu'il y a quand même des connaissances comme ça sur les petits oiseaux aussi, pas juste les oiseaux qu'on chasse, là, qui sont partagés, là. Et en termes, à un autre niveau, quand il y a des organisations environnementales dans les communautés, les intervenants sont contents d'avoir un inventaire d'oiseaux pour les questions d'intendance du territoire, gestion notamment des espèces en péril, et plus largement, les oiseaux sont indicateurs de la santé des écosystèmes, c'est ça. de leur fonctionnement normal à l'intérieur des marges de variabilité naturelle. Donc, les oiseaux sont des très bons indicateurs de différents paramètres environnementaux. Donc, dans les communautés qui ont les capacités de se rendre dans ce type de gestion-là, où ils ont des biologistes, des techniciens, une équipe, ben, ils sont très heureux d'avoir une liste de la diversité en oiseaux. Tout ce que tu veux dire finalement, c'est que c'est beaucoup plus facile d'inventorier les espèces de paruline d'un milieu, comprendre comment le milieu est structuré, que de faire l'inventaire de tous les orignaux d'un territoire. Non, c'est pas nécessairement plus facile. C'est que c'est un autre aspect de l'intendance d'un territoire. C'est un autre aspect d'information sur la santé d'un territoire qui est utile pour faire la gestion d'un territoire. Et donc, c'est pas la première priorité. Hein, on en convient, l'orignal, le caribou sont des espèces phares, la bernache, niche et d'autres espèces gibiers sont des espèces phares, notamment le lagopède. Mais les oiseaux chanteurs, non gibiers, ont leur intérêt de par l'indicateur, comme indicateur de l'écosystème. Et puis, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises au contact justement des personnes âgées, des communautés qui vous ont raconté des histoires, des choses qu'eux ont remarquées, par exemple? J'imagine évidemment, au Service canadien de la faune, avec l'environnement, on a quand même des connaissances scientifiques assez poussées. Comment est-ce qu'eux, ils voient ça, le changement climatique? Comment ils remarquent que le territoire a changé avec le temps? Ben, pour ma part, c'est souvent difficile parce qu'on a un esprit vraiment scientifique. Fait que c'est dur de faire le lien des fois. C'est beaucoup des témoignages, c'est beaucoup des histoires qui se sont transmises de génération en génération. Mais j'ai pas d'exemple précis en tête, là. Mais des fois, des aînés peuvent parler d'un certain oiseau, puis ils le décrivent à leur manière. Puis après ça, ben on peut regarder, je sais pas moi, dans les données, par exemple, puis regarder des mentions historiques, puis dire hey, c'est vrai, telle espèce était présente sur le territoire avant, ou on se doute qu'elle était présente. Puis là, il y a des témoignages qui rapporte que, ben oui, si on prend ce témoignage-là en compte, ça veut dire qu'il y a au moins 200-300 ans, ces oiseaux-là étaient là dans cette partie du territoire. Fait qu'il y a certainement un lien à faire entre les connaissances traditionnelles puis la science, là. Comment les gens de ces communautés-là vivent les changements? Est-ce qu'ils vous rapportent comment ça affecte leur mode de vie, comment ça affecte leur chasse, comment ça affecte leur relation au territoire? Les gens sont préoccupés, vous avez raison, des changements climatiques comme on l'est tous. Ils voient arriver des nouvelles espèces d'oiseaux. C'est à Schefferville, tourterelle triste, hirondelle bicolore, grand héron. C'est toutes des espèces là qui butard d'Amérique, corneille. On a vu la progression du cardinal rouge dans le sud du Québec jusqu'à Québec, puis maintenant il est bien établi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il commence à avoir des individus sur la côte nord. Le pic à ventre roux, des espèces comme ça, la mésange bicolore. Nous, c'est plus ces espèces-là qu'on va monter. Il y a plein d'espèces et bientôt peut-être le rubus noir. Mais il reste que eux aussi voient l'arrivée de ces oiseaux-là, le rubus à tête rouge, par exemple, là, qui va de plus en plus au nord. Donc, ils sont préoccupés par l'arrivée de ces oiseaux-là qui, bien souvent, n'ont pas de nom dans leur langue parce qu'ils n'étaient pas sur le territoire Innu. Et un des résultats intéressants du projet, c'est de faire la part des choses entre les connaissances perdues sur les oiseaux qui ont toujours été là avec eux depuis des millénaires, comme par exemple le durbec des sapins, pour lesquels les gens ont peut-être pas donné beaucoup d'attention dans les dernières années, mais il y a un nom en Innu, puis qui a toujours été présent. Puis là, les gens redécouvrent cette partie-là de leur patrimoine et des oiseaux qui sont réellement des nouveaux venus et qui montrent que, dans le fond, l'écosystème est en train de changer. Mais le projet lui-même ne vise pas
à comprendre quels sont les changements liés aux perturbations climatiques, parce que le projet est sur 6 ans, puis on ne sait pas des longues séries temporelles. Ah oui, on peut pas. Hein. Parce que dans le fond, le projet est un rattrapage de nos connaissances, parce qu'on n'a aucune donnée dans le nord du Québec, ou très, très peu. Et donc, là, on va avoir des données à haute valeur scientifique qui vont nous permettre de faire une modélisation d'abondance relative, comme on le fait dans le cadre du deuxième atlas, avec des cartes de répartition. Et c'est ça qui est intéressant. Là, maintenant, dans les résultats, par exemple, le troglodyte des forêts est à maintenant, on sait qu'il est à plus de 400 km. Sa limite nord est à plus de 400 km de la limite connue actuellement. On sait qu'il se rend jusqu'aux confins de la forêt boréale, dans la toundra forestière, alors qu'on pensait qu'il se limitait à Schefferville, par exemple, ou à Fermont. Ah oui, OK. La même chose pour la paruline obscure, la paruline à joues grises, elles vont beaucoup plus au nord que ce qu'on connaît actuellement. Si vous allez dans Birds of the World, puis vous regardez dans l'encyclopédie de l'Université Cornell, puis vous regardez la distribution de la paruline à joues grises, ben moi, je sais par les données qu'on a qu'elle se rend à plus de 400 km au nord, et je ne pense pas que ce sont des données inusitées. Je ne pense pas que c'est des données qui sont liées à un changement climatique ou à de la tordeuse de bourgeon d'épinette. Je pense que c'est clairement un manque de connaissances, puis on vient résoudre une carence là, en données fondamentales sur le Québec. Et ces données-là sont très importantes comme point de repère si on veut éventuellement documenter les changements climatiques ou participer à des évaluations environnementales, par exemple, dans des projets de développement. Donc, c'est une base de données qui est fondamentale, dans le fond. Parce que nous, en fait, les données, parce qu'on parle de recueillir des données, nous, au podcast, on a quand même accueilli à plusieurs reprises des gens dont c'est le travail, mais c'est les observatoires d'oiseaux, qu'on pense par exemple justement à l'observatoire d'oiseaux de Tadoussac, qui recueille des données essentielles sur les oiseaux boréaux, parce qu'ils font le suivi de la migration. Eux, la paruline obscure qui passe aux dunes, quand il y en a 20 000 qui passent, ils ne savent pas d'où est-ce qu'elles arrivent, en fait. Donc, ils peuvent pas. Ils savent combien il y en a, ils peuvent suivre les populations, mais donc, ils n'ont pas nécessairement l'information sur jusqu'où elles se rendent après. Bon, on a une petite idée que la paruline obscure qui est observée à l'Observatoire de Tadoussac vient du nord. Oui. Par contre, on ne veut pas savoir si elle vient du côté québécois ou du côté labradorien. Ah oui. Le projet Pinnachiche, lui, il vise, et le programme de surveillance des oiseaux boréaux, lui, il vise à documenter la répartition de la paruline obscure et de quantifier l'abondance relative de la paruline obscure dans les sites où on l'a dénombré, pour nous donner une idée de l'ampleur de la population. Ces données-là, ultimement, vont nous aider à établir des estimés d'abondance de la population. Et ces données-là sont essentielles dans un suivi d'état de population au comité sur les espèces en péril, qui se penche sur certaines espèces lorsqu'il y a un déclin important. Donc, donner un statut d'espèce en péril à une espèce alors qu'elle ne devrait pas le recevoir parce qu'on n'a pas les bonnes données, ça a un coût énorme et c'est ce genre d'erreur-là qu'on veut éviter. Est-ce qu'il y a d'autres oiseaux? Peut-être nous faire un petit portrait, parce que bon, on fréquente pas, probablement malheureusement, la moyenne des Québécois ne fréquente pas ces régions-là, fréquente pas la forêt boréale dans ce coin-là. Peux-tu nous donner une idée peut-être dont on parle de quelles espèces pour lesquelles vous avez des données, vous dites, ça vraiment, c'est intéressant, c'est important, on n'avait pas tant d'informations. Donc, des espèces que vous visez en particulier? La forêt boréale, c'est très grand. Hein? C'est immense au Canada. C'est le plus grand écosystème du Canada, mais le moins bien connu. Bon, là, au sud de la forêt boréale, il y a la sapinière à bouleau blanc, qui est assez bien connue, puis la pessière à mousse, qui est aussi bien connue. Le deuxième atlas a fait une description exhaustive là, des oiseaux qu'on retrouve dans cette zone-là. Le projet Pinnachiche et le programme de suivi des oiseaux boréaux, lui, s'est concentré dans les dernières années à documenter le nord de la forêt boréale. Donc, la pessière à mousse, la pessière à lichen, la toundra forestière, jusqu'aux confins de la forêt boréale, à la baie d'Ungava, par exemple. Donc, ça monte assez haut au nord. Évidemment, plus on monte au nord, moins il y a d'espèces, plus il y a d'espèces spécialisées. Donc, la grive solitaire va être remplacée par la grive joue grise. Ah oui. Qu'on entend en migration, nous, dans le sud, mais là, elle est nicheur. On va voir arriver la paruline verdâtre. Ah oui. Le bruant à couronne blanche. OK. La sterne arctique. À l'intérieur du Québec, dans des sites où il y a des très grands lacs,
on a des confirmations de nidification du plongeon catamaran, par exemple. Ah oui, OK. Ça, c'est nouveau. Il y a un changement des assemblages d'espèces pour aller vers des assemblages plus nordiques. OK. Avec du bruant hudsonien, du ciserin flammé, du pipite d'Amérique. Oui, toutes des espèces que nous, on voit passer, mais on n'a pas nécessairement en tête de quoi ça a l'air leur site de nidification. Là. Je pourrais pas imaginer de quoi ça a l'air un site où il y a du ciserin nicheur. On les voit seulement quand ils descendent en hiver, puis on les revoit plus après pour le reste de l'année. Jean-Daniel, j'aimerais peut-être qu'on termine. Bon, vous disiez que vous êtes allé dans les écoles, puis je serais intéressé de vous entendre sur la relation que les jeunes de ces communautés-là ont avec les oiseaux. Évidemment, sans tomber dans les stéréotypes, on imagine une place comme Matimekouche, Lac-John, où vous parlez sur la Basse-Côte, on se dit c'est des gens qui vivent probablement beaucoup plus proches de la nature. Moi, mes enfants grandissent dans un milieu urbain à Montréal, donc ils ont comme une chance d'avoir ce contact-là, mais il y a une partie de moi aussi qui se dit, ça reste des jeunes, alors l'attrait des réseaux sociaux, des écrans, des choses comme ça doivent quand même être forts. Alors je me demandais quel genre de contact vous avez eu avec les jeunes que vous avez vus dans les écoles? Comment est-ce qu'ils ont réagi finalement à entendre parler des oiseaux de leur région? Puis c'est quoi leur rapport à ces oiseaux-là puis à la nature autour d'eux? Ben, tu l'as dit, là, c'est le même problème partout, là. C'est les écrans, les réseaux sociaux. Puis, ben, c'est pas pour rien non plus que Bruno s'est fait dire au tout début, en 2020, là, que allez installer vos enregistreurs, mais allez parler aux jeunes. Il y a une dimension de plus, en tout cas, chez les Inuits avec qui on a travaillé, et Naskapi, c'est que la culture est importante. Les connaissances traditionnelles sont très importantes. Puis, ben, les jeunes les perdent à peu près aussi vite, finalement, que les jeunes d'ailleurs au Québec peuvent perdre leur les fameux jeunes qui écoutent pas de musique québécoise, qui finalement sont sur YouTube à écouter des Américains, etc. Donc, le même genre de choses, finalement, que certains déplorent par rapport au contact avec la culture québécoise. OK, oui. Exactement. C'est les mêmes préoccupations. Cela dit, ben, il y a des jeunes, on va voir la différence. Encore une fois, c'est pareil ailleurs au Québec, là. On le voit rapidement quand un jeune va plus en territoire, va à la chasse avec ses parents, ses grands-parents, avec sa famille, là. Il y en a qui sont très bons pour imiter l'outade, par exemple, là. Okay. Nous, on commence toujours nos présentations avec... en fait, il y a deux choses. Bruno demande aux jeunes, pouvez-vous nous nommer 10 espèces d'oiseaux que vous connaissez? Puis, souvent, ça commence avec, on entend des criquets, il n'y a pas de réponse. Okay. Mais en leur donnant des petits indices, en les guidant un peu, ben finalement, ils se rendent compte qu'ils connaissent pas mal plus d'oiseaux qu'ils pensaient avant qu'on leur pose la question. Puis après ça, on fait Orioles, Cardinals, Blue Jays. Ah ouais? Ah oui, les équipes sportives. OK. Ah, les pingouins de Pittsburgh, ça, c'est ça. Qui sont pas tellement... Ils sont pas nichards, par exemple, ici. C'est ça, malheureusement. Puis, d'autres choses aussi, c'est que on monte des oiseaux, puis ça, c'est les jeunes et les moins jeunes aussi, là. Bruno parlait du urbec des sapins tantôt. On montre un bel oiseau rose, puis waouh, les gens le trouvent beau, sont impressionnés, puis on dit, vous connaissez pas cet oiseau-là? Ben non, il est donc bien beau. Puis, ben pourtant, nous autres, en s'en venant sur la route, il y avait des urbecs sur le bord du chemin, là, puis ils levaient pendant que, quand on passait, là. Fait qu'on se rendait compte que les oiseaux sont proches, sont tout près des gens. Mais seul urbec de l'année était justement à cette île cette année en janvier, donc je vois très bien justement ça. Je dis oui, c'est sûr qu'il y en a à Ouachat ou à Maliotenam, c'est certain qu'il y en a, c'est à côté. Donc la dernière composante, c'est la composante auditive. Nous, on fait un projet où on enregistre les oiseaux. C'est beaucoup, on travaille beaucoup avec le son des oiseaux. Donc après que Bruno ait posé la question, connaissez-vous 10 espèces, pouvez-vous nommer 10 espèces d'oiseaux? Mais là, on fait un quiz, le QI quiz. Ça, c'est, je sais plus qui avait eu l'idée de cela. Oui, donc pour ce qu'on fait jouer le chant d'un oiseau, puis après ça, on montre l'image de l'oiseau avec le nom en Inuit aussi pour rejoindre un peu plus notre public, là. Donc, ça arrive que les jeunes, il y a un chant qu'ils n'ont jamais entendu, qui n'ont jamais vu l'oiseau, ou encore, ils savent très bien comment l'oiseau, ils reconnaissent le chant, ils savent comment ça sonne, cet oiseau-là. Mais après ça, quand on le montre, ils l'ont jamais vu, comme le bruit en gorge blanche, par exemple. Puis il y en a d'autres. Notre meilleur oiseau, ce qu'on a le plus de réactions, c'est le lagopède des saules, où on fait jouer ces espèces de cris qui ressemblent à des petits lutins de la forêt, là, pour ceux qui sont allés l'écouter dans l'application ciblée ou qui sont allés très haut dans le nord pendant l'été. Mais donc, ils reconnaissent pas du tout le son de cet oiseau-là. Il y a personne, ils nomment canard, goéland, aucune idée. Puis là, quand on le montre, ben là, c'est la perdrix blanche. C'est Wapiners, c'est le nom en Innu. Ils connaissent très bien.
mais puisqu'ils voient Ils juste en ont en tous hiver, mangé. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ils l'ont c'est ça, tous mangé, mais ils l'ont pas entendu. il y en a qui l'ont chassé. Ah oui. Et c'est ça, vu qu'ils le voient juste en hiver, ils le côtoient juste en hiver, ben ils connaissent pas les vocalisations parce qu'ils le font en été sur leur aire de nidification. Cette composante-là, ça lance bien la présentation quand même parce que là, on pique vraiment la curiosité puis on leur fait réaliser qu'ils connaissent plus d'oiseaux qu'ils pensent. Une des choses qu'on a réalisées, c'est qu'il y a une composante culturelle, il y a un choc culturel d'aller rencontrer des jeunes dans les communautés. Il faut qu'ils s'habituent à notre voix, il faut qu'ils s'habituent à notre vocabulaire. Eux, souvent, à l'école primaire, ils sont en classe d'immersion dans leur langue, en Inuimun ou en Askapi. Et donc, il y a aussi cette approche-là de créer un contact. Donc, ces deux jeux-là dont parle Jean-Daniel, c'est une façon aussi d'établir un lien avec des communautés qui sont pas habituées de voir arriver des gens du Sud pour leur parler d'oiseaux. La chose la plus cocasse, c'est que tous les outils pédagogiques qu'on avait, aucun de ceux-là pouvait être, on pouvait les amener dans le Nord parce que toutes les espèces, par exemple, on prend le programme Feeder Watch avec les posters, tout ça, les affiches, avec les mangeoires, les oiseaux qu'on peut observer. Aucun de ces oiseaux-là sur les affiches ne se retrouve à Shefferville. Donc, on laissera pas ça à la bibliothèque, là, on mettra pas ça dans les classes. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont pas adaptées et le projet Pinchiche, Jean-Daniel et moi, on a dû développer des choses qui étaient adaptées à leur réalité. Ah, wow, OK, ben c'est vraiment, en tout cas, c'était une conversation vraiment très, très intéressante. Je vous remercie vraiment d'avoir participé. Je pense que ça a jeté un regard quand même vraiment éclairant sur toutes ces réalités-là. J'ai l'impression qu'on est vraiment juste au début d'un travail. Là. Ça sonne comme si quoi, il y a encore tellement de choses à développer, puis toutes sortes de ponts à bâtir. Là. C'est vraiment, vraiment très stimulant. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les premiers limicoles sont déjà arrivés dans vos régions, que vous profitez du début de l'automne, ornithologique bien entendu, puisqu'il fait encore très beau et très chaud dans la plupart des régions du Québec. J'espère que vous êtes déjà à nouveau familier avec les parulines d'automne, que vous avez fait vous êtes dérouillé un petit peu, que maintenant vous commencez à les reconnaître plus facilement en cette mi-août. Il me reste plus finalement qu'à vous inviter à participer au Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, organisé par l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Cette année, il aura lieu du 21 au 27 septembre 2026. L'Observatoire vous offre plus de 40 activités tout au long du festival, dont plusieurs sont accessibles gratuitement grâce à leurs généreux commanditaires. De nombreux tirages et des prix seront également offerts pendant l'événement. Vous pouvez participer à des excursions, des activités d'interprétation, des activités d'observation, des conférences, des documentaires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, vous pouvez consulter leur site web à festivalmigrateur, migrateur avec un s.com. Et nous, on se retrouve en septembre.